Bonjour à tous. Alors, nouveau livre, nouveau thème dans nos émissions de passion du roman historique. Là, ce sera le thème de Léon l'Africain, qui est un livre d'Amin Maalouf. Alors, Amin Maalouf, on l'a déjà vu dans la série d'émissions sur Alamout. Il avait écrit Samarcande, qui est un très très beau livre. Et donc, il a écrit beaucoup d'autres ouvrages. Aujourd'hui, il est tout nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, donc je pensais que c'était intéressant de parler de ces ouvrages. Moi, mon ouvrage, non, joli lapsus, l'ouvrage que je préfère chez Amin Maalouf, dans toute son œuvre, c'est un de ses premiers en fait, c'est Léon l'Africain. Je trouve que c'est très lumineux comme roman, c'est très beau, c'est très bien écrit. Mais il y en a beaucoup d'autres, notamment celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un peu le thème de l'émission, c'est rechercher des sources éventuelles. Alors des fois ça peut être des sources improbables, tout simplement parce que j'ai choisi moi un livre qui a été écrit 3 ans après la parution de Léon l'Africain. Ça s'appelle L'Espagne musulmane d'André Clotte. Donc ça pourrait être les sources, enfin. Les sources avec lesquelles il a écrit ce livre ont dû très certainement inspirer Amin Maalouf, je pense, parce qu'il est question notamment de l'Espagne arabo-musulmane. Voilà. Donc je vais vous lire d'abord la jaquette de ce premier ouvrage. Donc ça, c'est la première émission, sera sur le thème du livre d'histoire, et le deuxième directement sur le roman. Voilà, donc ça s'appelle L'Espagne musulmane d'André Clotte, je le répète. La domination musulmane en Espagne commença en 711 avec le débarquement du berbère Tariq. S'étendit rapidement grâce au prince omeyyade Abd ar-Rahman, qui fonda l'émirat de Cordoue en 756 et culmina à la fin du Xe siècle. L'auteur dépeint les hauts faits et la civilisation des grands émirs qui consolidèrent, agrandirent le royaume et combattirent les royaumes musulmans, les royaumes chrétiens du nord de la péninsule. Il fait une large place au rôle de l'Espagne musulmane, toutes religions confondues, dans la transmission de la pensée et des œuvres des écrivains, des philosophes, des mathématiciens de la Grèce antique, aux intellectuels d'Occident. Il dépeint l'essor de l'architecture dont l'influence se répandit dans toute la France centrale et la société hispano-musulmane. C'est la reprise de Tolède en 1085 qui fut la première grande étape de la Reconquistada. En 1270, l'Espagne musulmane se réduisit au petit royaume de Grenade qui subsista encore 222 ans et dont la reconquête par les rois catholiques acheva l'unité de la péninsule. Dans le début du roman d'Amin Maalouf, on est donc à Grenade, ou Grenade qui va tomber, quoi. Mais par contre, le livre va dans bien d'autres régions. Enfin, on le verra la semaine prochaine. Alors, André Clotte, historien et journaliste, a publié chez Perrin Mehmed II, le conquérant de Byzance, les grands Moghols, l'Égypte des Mamelouks. Donc c'est un historien reconnu, et sa lecture est très agréable. Donc j'ai retenu pour vous page 18, Tariq. Page 18. Alors, premier débarquement arabe. Le débarquement des Arabes en Espagne en 711, qui devait avoir d'immenses prolongements dans la péninsule et en Europe, commence comme une histoire d'amour. Le comte Julien, qui gouvernait Ceuta et au nom des Byzantins, avait envoyé sa fille parfaire son éducation à la cour de Tolède. Le roi Roderick, l'ayant vue alors qu'elle se baignait dans le Tage, fut frappé par sa beauté et obtint ses faveurs. Julien, ayant appris le déshonneur qui le frappait, aurait juré de se venger et serait allé persuader Tariq, gouverneur musulman de Tanger, d'envahir l'Espagne. Un pays facile à conquérir, dit-il. Ses troupes se joignirent aux siennes. Il n'y a rien de vrai dans cette jolie histoire, forgée longtemps après le débarquement arabe, mis à part l'existence bien réelle du comte Julien. La vérité est moins romantique. Tariq, qui commandait à Tanger de fortes unités berbères et connaissait l'état des faiblesses des Wisigoths, forma le projet de traverser le détroit avec le but bien arrêté de se tailler une principauté dans la péninsule. Ces soldats savaient que l'Espagne était un pays riche et déchiré par les rivalités de ceux qui le gouvernaient.
Une fois l'Afrique du Nord soumise, la conquête de l'Espagne, le verrou mou de l'Europe occidentale, était alors, pensait Tariq, dans la nature des choses. En 710-711, Tariq prépara son plan de débarquement. Il envoya d'abord, sous les ordres d'un officier nommé Tariq, 100 cavaliers et 400 hommes à pied. La petite expédition aborda près d'Algésiras, sur un point de la côte qu'on appellera plus tard Tarifa. S'avança à l'intérieur sans rencontrer de résistance, puis on ramena un riche butin. Le succès de ce raid encouragea Tariq à pousser plus loin sa conquête, et il décida de prendre lui-même le commandement d'une expédition. 12 000 berbères et soldats de couleur traversèrent alors le détroit. Afin de ne pas attirer l'attention des gardes wisigoths, ils abordèrent de nuit et en un lieu isolé nommé Monscalde, que l'on appellera plus tard Djebel Tariq, Gibraltar. Ce grand événement se passait en avril 711. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc page 128, Akam 2, page 128. C'est pour évoquer un souverain de l'époque, page 128. 128. Alors, rarement un souverain aura laissé à son successeur un pays plus prospère. Alors, la conquête est faite, hein, donc je suis obligé d'aller de l'avant hein, quand même pour évoquer tout ça, je ne peux pas tout lire. Aussi protégé de ses ennemis, aussi glorieux aussi que celui dont héritait le 15 octobre 961, 2 siècles plus tard, l'homme mûr qu'était Al-Hakim II, Al-Mustanzir Bilal, celui qui cherche l'aide victorieuse d'Allah. Comme le règne de son père, celui de Hakam II, est demeuré dans l'histoire de l'Espagne musulmane comme une période de paix, de stabilité et de grandeur. Fort de sa puissante armée, il ne pouvait être attaqué par les rois et les princes chrétiens qui recherchaient plutôt son amitié, quelquefois son appui, pour triompher de leurs rivaux. On voit Ordono, dit le mauvais, roi du Léon, dans le nord, qui avait été éliminé dans un arbitrage rendu en faveur de son cousin Sancho, venir à Cordoue solliciter l'appui du calife pour essayer de recouvrer son trône. Son entrée dans la capitale fut l'occasion de ces déploiements de fastes et de pompeuses cérémonies que le calife de Cordoue offrait à ses visiteurs étrangers, afin qu'ils répandent partout la renommée de la puissance et de la richesse du calife. Ibn Ayhan, un des plus grands historiens de l'Espagne musulmane du XIe siècle, nous a laissé une description de la réception d'Ordono par Hakam. Logé dans un des plus somptueux palais de Cordoue, Ordono se rendit 2 jours plus tard à Madina al-Zahira, vêtu d'une robe et d'un manteau blanc, en hommage aux Omeyyades, dont le blanc était la couleur. Coiffé d'un bonnet ceint de pierres précieuses, à la porte du palais, ceux qui l'accompagnaient descendirent de cheval. Lui-même mit pied à terre près de la salle d'audience. Lorsqu'on lui eut dit d'avancer et qu'il se trouva devant le trône où était assis le calife, entouré de ses frères, de ses neveux, du vizir, du cadi et autres personnages de la cour, il s'agenouilla à plusieurs reprises et faisant quelques pas en avant, après chaque génuflexion, il arriva tout près du calife. Celui-ci lui donna sa main à baiser, puis Ordono revint en arrière en prenant soin de ne pas tourner le dos au calife. Il s'assit à 15 pieds du trône. Les seigneurs léonais s'approchèrent alors du calife avec le même cérémonial. Hakam garda le silence quelques instants pour laisser à Ordono le temps de se remettre de l'émotion que fut la vue de cette auguste assemblée ne pouvait manquer d'avoir suscité dans son esprit. Puis il parla en ces termes. « Réjouis-toi d'être venu ici et espère beaucoup de notre bonté, car nous avons l'intention de t'accorder encore plus de faveurs que tu n'osais attendre. » Voilà, donc c'est l'assujettissement de certains seigneurs chrétiens.
Donc c'est dire la puissance des souverains de cette époque. Alors, page 236, les Juifs. Non, je me trompe. Page 202, les Almohades. 202. 202. Voilà. Les Almohades. Ibn Tumar était un Marocain qui avait fait des études religieuses, notamment à Tunis, la Mecque et Bagdad, puis, à son retour au Maroc, avait fondé un mouvement religieux préconisant un retour aux sources de l'islam. Il revendiquait pour lui-même la qualité de Mahdi, celui qui reviendra à la fin du monde pour y rétablir un islam purifié. Il enseignait aux Berbères sa doctrine dans leur langue. Ainsi parvint-il à dominer plusieurs tribus et de vastes territoires. Comme à l'accoutumée, ce mouvement religieux se transforme rapidement en un mouvement politique. Après la mort de Ibn Tumar en 1130, le successeur qu'il avait choisi, Habn al-Mumin, un véritable chef de guerre, occupe une grande partie du Maroc, réprimant sans ménagement tous les mouvements qui n'acceptaient pas sa doctrine et son autorité. Son but est d'éliminer les Almoravides, qui règnent donc sur l'Espagne. Il s'y emploiera jusqu'à son dernier jour. Le moment était bien choisi. L'émir almoravide était alors Ali, qui avait remplacé son père Youssouf. La situation dans Andalous n'était pas bonne. Les armées d'Abd al-Mumin et d'Ali se rencontrèrent près de Tlemcen. Ali meurt d'une chute de cheval. Les Almoravides sont battus. Leurs adversaires poursuivent leur avance. Fès, Oujda et Meknès sont prises. Marrakech, enfin, après une courte résistance en avril 1147, et les Almoravides massacrés. C'est alors que Abd al-Mumin prend le titre prestigieux d'Amir al-Muminin. Il s'installe dans le palais des Almoravides. Il reste peu de temps et repart à la tête de son armée en direction de l'Est. Alger et Sétif sont pris. Le tour de Tunis vient en 1159, puis Mahdia, Sfax, Gabès, Tripoli, prise aux Normands de Roger II de Sicile. Ce n'est pourtant là qu'une partie du plan que l'ambitieux souverain almohade s'était fixé. Il connaissait l'état de délabrement dans lequel l'Espagne des Almoravides s'enfonçait année après année, et il avait rapidement tourné une partie de son armée dans cette direction. Dès 1147, une armée almohade s'était emparée d'une large partie du sud du pays. Cadix, Jerez, Boja, Badajoz, Malaga, Séville. La destruction de Giralda, la construction de Giralda est commencée en 1156. Abd al-Mumin, qui avait réuni une grande armée, 500 000 hommes, a-t-on prétendu, ce qui est impossible, à Gibraltar, Tanger et Algésiras, s'apprêtait à franchir lui-même le détroit lorsqu'il mourut en 1163, après un règne de 33 ans qu'il avait fortement marqué de sa personnalité de conquérant et de grand administrateur. Voilà, c'est pour comprendre les étapes, parce que ça dure 7 siècles, hein, la présence des musulmans en Espagne. Hein. Donc c'est pour comprendre les étapes qui nous amèneront à la Grenade du XVe siècle. Voilà. Ensuite, donc les Juifs, hein, cette fois-ci vraiment, leur page 236, parce que les Juifs sont souvent évoqués dans Léon l'Africain, les Juifs de cette région. 236. Voilà, il existait des communautés juives dans de nombreuses villes d'Espagne. Chacune, si elle était de quelque importance, avait son quartier juif. Banidat al-Yahud en arabe, Jiduria en espagnol. On ignore le nombre total des juifs, mais il devait être assez élevé. On sait qu'ils étaient nombreux à Valence, Badajoz, Séville, Cordoue, Saragosse, Grenade et Lucena, qui étaient peuplées presque uniquement de juifs. Cette ville en possédait probablement plus que Cordoue, où subsistent des appellations qui
témoignent de leur présence et de leur activité, notamment dans le quartier qui porte encore maintenant le nom de Juderia, des inscriptions et des restes de bâtiments. Voilà, également page 237, on y est. Sous la domination arabe, tous les métiers sont permis aux juifs, à plus forte raison quand ils se convertissent. Mais c'est plus des juifs. Hein, bon. On trouve des juifs dans l'entourage des princes, à Badajoz, à Saragosse, à Valence notamment. Certains parviennent au rang de vizir. Du fait des relations qu'ils ont à l'étranger et de leur connaissance des langues, les princes musulmans les utilisent comme diplomates. On cite parmi les plus connus Ibn Ishaq ibn Sadruk, un homme de grande culture qui traduisit en arabe le traité de médecine de Dioscoride. Kabda Rahman III envoya comme ambassadeur auprès du roi du Léon. Des princes chrétiens du Nord ont aussi des diplomates juifs. Pour les mêmes raisons, on trouve des juifs dans le commerce international, celui surtout avec les pays du Proche-Orient, où leurs corréligionnaires sont très actifs. Certains aussi, nous l'avons vu, occupent d'importantes fonctions dans l'administration des finances, au point de susciter l'envie et de provoquer l'hostilité de leurs collègues musulmans. Leur connaissance des problèmes de l'islam politique et autres fera de certains d'entre eux d'excellents conseillers des souverains chrétiens. C'est cependant à Grenade, auprès des Zirides, au XIe siècle, que la présence des Juifs est la plus marquante. Ils ont là encore dans leurs mains toute l'économie du petit royaume, les finances publiques et les douanes, jusqu'à ce qu'un jour, un mouvement populaire provoqué par l'ambition démesurée d'un premier ministre juif du nom de Joseph soit le prétexte d'un véritable pogrom. On entendit réciter dans les rues des vers tels que ceux-ci. Les Juifs font bonne chère. Ils sont magnifiquement vêtus, tandis que vos hardes et aux musulmans sont vieilles et usées. Les croyants font un mauvais repas, à 1 dirham par tête, mais et eux dînent somptueusement dans leur palais. Leur chef est aussi riche que votre roi. Égorgez-le. Donc, comme un bélier gras, cité par Pérès. 3000 juifs auraient alors été tués, y compris Joseph. L'émeute dura quelques semaines, puis la vie reprit son cours, et les juifs vécurent comme par le passé. Voilà, donc ça c'est les juifs. Ensuite, Averroès, page 256. 256. Alors, la plus grande splendeur de la science espagnole. Alors, l'époque agitée des Taifas, suivie des 2 siècles des Almoravides et des Almohades, est celle de l'Espagne musulmane qui produit ses plus grands penseurs, ses hommes de science les plus illustres, ceux dont l'influence sera la plus profonde dans les civilisations de l'Orient et de l'Occident. De grands noms dominent ces années qui précèdent l'effondrement de l'islam, attaqué de tous côtés par les royaumes chrétiens. Averroès domine tous les autres. Né à Cordoue en 1126, mort à Marrakech en 1198, son père, qui était cadi, lui fit donner une instruction à la fois juridique, médicale et religieuse. Intéressé, comme beaucoup d'intellectuels de son temps, par les philosophes et les hommes de science de l'Antiquité grecque, sa curiosité est universelle. À Marrakech, il étudie l'astronomie et les mathématiques. Il n'existe aucune borne à son appétit du savoir, mais pour lui, comme pour d'autres intellectuels musulmans, le grand problème est de concilier la religion et la philosophie, la loi de l'islam et la recherche philosophique. Elles sont convergentes, dit-il. Des esprits différents peuvent concourir à la même vérité. Il existe 2 méthodes pour parvenir à une même conclusion. De même qu'on peut résoudre un même problème et arriver à un même résultat par l'algèbre et par l'arithmétique. Arnaldez nous dit ça. Fervent disciple d'Aristote, l'aristotélisme domine toute son œuvre. Celle-ci comprend de nombreux ouvrages de philosophie, des destructions dans lesquelles il réfute les néoplatonismes d'Avicenne et exprime son désaccord avec Al-Ghazali, le livre du dévoiement
dévoilement où il dénonce qu'il ne peut y avoir de conflit entre philosophie et religion. De nombreux commentaires d'Aristote, une paraphrase de la République de Platon, des ouvrages sur la météorologie, sur le ciel et le monde, un grand ouvrage de médecine, le Colliget, la génération de la corruption, l'intellect et l'intelligence, etc. Beaucoup de ces œuvres furent traduites en latin et nous les connaissons que par ces traductions, car de nombreux originaux arabes ont été perdus, souvent au cours des destructions des bibliothèques par des fanatiques arabes ou chrétiens. Son influence fut néanmoins considérable. Il est peut-être l'espagnol qui a laissé l'empreinte la plus profonde dans la pensée humaine. Voilà, donc ça c'est Averroès. Ensuite, page 275, Apport Orient à l'Occident. 275. Donc je lis ça parce que j'ai lu Averroès, parce que la culture du temps était baignée par ces penseurs. Voilà. La grande figure qui domine cette époque est celle de Gérard de Crémone, qui consacra sa vie à l'étude, apprit l'arabe et traduisit une centaine d'ouvrages de l'arabe au latin. L'Almageste de Ptolémée, notamment en 1175, le canon de la médecine d'Avicenne, les œuvres de Galien, d'Hippocrate, de Razi, Farabi, d'Aristote surtout, jusque-là plus célèbre par le côté occultiste qu'on lui prête que par sa philosophie. Le vrai Aristote est révélé par Gérard de Crémone, événement capital pour l'évolution de la pensée occidentale. Un peu plus tard, vers 1250, Alphonse de Savane, roi de Castille, avec la collaboration de chrétiens, de juifs et de musulmans, fondait à Séville une école de traduction en langue espagnole des grandes œuvres latines et arabes. Dans le domaine de l'histoire, il fit rédiger une chronologie générale dans celui de la littérature populaire, la traduction du fameux conte populaire Kalila et Dimna. En astronomie, il ordonna la traduction du livre des figures d'Abd-ar-Rahman al-Sufi, qui ajouta des noms d'étoiles à ceux déjà connus en Europe. Dès les temps les plus anciens, les Arabes, grands commerçants et voyageurs, ont toujours tenu une large place dans les innovations des techniques de navigation et dans la connaissance du monde. C'est en grande partie grâce à eux que les Européens ont acquis des notions sur la configuration des terres jusque-là inconnues, en Orient et en Afrique notamment. Le premier auteur d'une description du monde connue fut Al-Idrissi, né en Afrique du Nord, mais qui vint à Cordoue avant d'entreprendre ses longs voyages, des îles britanniques à l'Asie. Sa map-monde était divisée en climats auxquels, un peu plus tard, succédèrent les parallèles. Aux Arabes appartient aussi l'apport à l'Occident de la voile latine triangulaire, soit qu'il l'ait apprise aux Chinois, soit que ce fut le contraire. La technique du sondage, la navigation astronomique, le gouvernail des tambours, chinois lui aussi, à moins ici aussi que ce fut sur les Chinois qui leur empruntèrent. La synthèse de tous ces événements fut réalisée à Majorque. D'une manière générale, la plupart des inventions touchant à la navigation sont d'origine arabe, très souvent arabes d'Espagne, comme l'indiquent les noms arabes utilisés dans ces arts: amiral, kalfa, câble, felouk, caravelle. Voilà, donc ensuite, page 285, Las Novas de Tolosa. C'est une bataille, une grande bataille, page 285. La rencontre eut lieu à Las Novas de Tolosa, sur un flanc de la Sierra Morena, au nord de la ville actuelle de Linares. Du côté musulman, les contingents andalous formaient l'aile droite, les troupes régulières le centre, au milieu duquel avait été dressée sur un tertre la tente du calife, entourée de chaînes et de piquets de fer. L'armée chrétienne s'établit sur un plateau ovale, la Mesa de Rey,
qui dominait la position des musulmans et qui permettait de descendre aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Le 14 juillet 1212, les troupes des deux camps étaient face à face. Elles s'observèrent pendant 2 jours. Le calife avait fait partir son harem et son trésor. Le 17, les tambours musulmans donnent le signal de l'assaut. Les chrétiens attaquent les premiers, sans parvenir à percer les lignes ennemies. La cavalerie chrétienne charge alors les contingents andalous qui s'enfuient sans cause apparente. Les mercenaires en font autant. Les troupes régulières almohades, qui ne sont plus protégées, subissent alors tout le poids des chrétiens qui se lancent à leur poursuite et font un grand massacre. Les musulmans sont en pleine panique et s'enfuient de tous côtés. Le calife, sur le point d'être encerclé, quitte le champ de bataille en direction de Jaén et Séville avec ce qui reste de l'armée. Les pertes musulmanes sont énormes. 60 000 hommes, selon un bulletin de victoire chrétien, qui ajoute que 2000 chevaux ne suffisaient pas pour porter les armes abandonnées par les musulmans. Quelques jours plus tard, Alphonse VIII massacrait presque toute la population de Baeza et des villages voisins, 60 000 au total, affirme-t-on. Mohamed dressa un message à ces sujets, cachant la vérité sous des fleurs de rhétorique, dit l'historien Émiari. Puis il passa le détroit et rentra à Marrakech, où il abdiqua en faveur de son fils Mustanzir. Il mourut 2 ans plus tard, probablement empoisonné. Des dizaines de milliers de musulmans d'Al-Andalus, qui se sentaient menacés par l'avance des chrétiens, s'enfuirent en Afrique du Nord. C'est une grande avancée chrétienne. Hein. C'est une étape de la reconquête des chrétiens. La reconquistada. Donc, page 290, Séville. Ferdinand III de Castille, qui unit la Castille définitivement au Léon en 1230, est le grand artisan de la reconquête de l'Andalousie et du royaume de Murcie. Au cours des décennies qui suivent, Las Novas, Cordoue est occupé après avoir capitulé en 1236. Rennes suit 2 années plus tard. Ferdinand l'avait réduite par la faim et l'assiégeant pendant 7 mois. En 1248, c'est au tour de Séville d'être reconquise, après de sanglants combats. Ce fut Ferdinand qui s'attaqua lui-même à Séville, avec auprès de lui l'enfant Alphonse d'Aragon et le comte d'Urgel. Une véritable croisade, assistée des prières de toute la chrétienté. Le siège dura 17 mois. Sa chute, après 535 ans de domination musulmane, marquait la fin des Almohades en Espagne. Elle aurait aussi Ferdinand d'un immense prestige dans toute la chrétienté. Il sera canonisé en 1671 par le pape Clément X. Les historiens l'ont comparé à Saint Louis, dont il était cousin germain. Séville sera repeuplée par des Génois, des Francs, des Juifs, plus de 20 000 au total. Cadix sera prise à son tour en 1262. Murcie l'année suivante. Carthagène en fin 1274. En Aragon régnait depuis la mort de Pierre II en 1213 son fils Jacques Ier, qui recevra le surnom largement mérité de conquérant. Mineur à la mort de son père, il eut d'abord à venir à bout de ses vassaux. Cette lourde tâche accomplie, il entreprit de conquérir les Baléares. Le 31 décembre 1229, à la tête d'une armée de croisés, il s'empara de Majorque et faisait le roi prisonnier. En 1235, Ibiza tomba à son tour. Minorque sera prise plus tard en 1287 par Alphonse III de Catalogne. Sitôt les musulmans expulsés de ces îles, elles sont repeuplées. Majorque et Minorque par des Castillans, Ibiza par des colons venus de France. Voilà. Donc, page 295, Grenade. Grenade, pays assez sec.
Là, on entend la pluie, je ne sais pas si vous entendez, tombe des trombes. Voilà. Alors, comme dans un épisode Sevenol, ou un gros orage d'Andalousie. Alors, page 295, Grenade. Dans la région de Murcie, en 1228, un noble, Ibn Hund, qui prétendait descendre des Oudides, une des plus importantes dynasties des Reyes de Taïfas, se révolta et s'empara de Murcie, qui reçut l'allégeance des gouverneurs de Dénia et d'Alaira, puis de Grenade, Malaga et autres villes de la région. Mais il s'était rapidement révélé un incapable et un tyran détesté des populations. Un rival se dressa contre lui, Mohamed Youssouf Nasr, qui prétendait, lui, descendre d'un compagnon du prophète. Il s'était fait proclamer en 1232 sultan dans la région de Jaén, dont il avait reçu l'allégeance, ainsi que de Cadix et Beizas, sur la rive droite du Guadalquivir. Peu après, les notables de Grenade lui demandèrent de les gouverner. Remarquable guerrier, mais aussi excellent diplomate, Mohamed se soumet en 1236 à Ferdinand de Castille, auquel il rend Jaén, dont il devient le vassal et auquel il verse un important tribut. Mais il est le maître de Grenade qui s'accroît de nombreux musulmans. De nombreux musulmans venus dans l'Andalous. Grenade est un refuge pour des croyants et en même temps qu'elle se développe. L'Albaïcine est construite pour les réfugiés. Mohamed, dès son entrée dans la ville, c'est un quartier Albaïcine, qu'on évoque donc, on voit dans les mondes africains. L'Albaïcine est construite pour les réfugiés. Mohamed, dès son entrée dans la ville, avait donné des ordres pour la construction de l'Alcazar. L'Alhambra est la résidence des sultans avant qu'elle ne devienne la merveille d'architecture que nous connaissons. C'est vrai que c'est magnifique, hein, je suis allé, c'est une splendeur. Conscient de sa force, mais aussi des dangers qui le menacent, il demeure le vassal respectueux du roi de Castille, auquel il a apporté son soutien en plusieurs circonstances. Ce qui n'empêche pas d'entrer en conflit avec Alphonse X, soit que celui-ci ait voulu tenter d'effacer de la carte de la péninsule le dernier royaume musulman, soit que Mohamed ait monté un complot contre lui. En réalité, le roi chrétien voulait mettre fin au dernier État musulman en Espagne, c'est bien ça. Mohamed résistait de toutes ses forces. Peut-être entretenait-il le projet chimérique d'être celui qui aurait été l'initiateur de la reconquête musulmane. En 1264, il attaquait Alphonse X. Les Mudéjar de Castille lui apportaient leur concours. Il avait l'appui des Hafsides de Tunis et des Marinides de la dynastie berbère qui avait supplanté les Almohades au Maroc. Les uns et les autres envoyèrent des troupes qui mirent le siège devant Jerez, puis devant Murcie. L'entreprise aurait pu réussir si les Castillans avaient le concours de Jacques d'Aragon, était rapidement et massivement intervenu. L'offensive fut vite brisée. Quoi que fissent les musulmans, même avec l'aide de leurs coreligionnaires du Maghreb, leur tentative de reprendre l'initiative en Espagne était vouée à l'échec. Voilà. Donc, page 307, la prise de Grenade. Donc on voit également dans les mondes africains. Hein, la prise de Grenade. Au printemps 1486, les rois catholiques prirent l'offensive. Leur but était d'encercler Grenade en commençant par la ville fortifiée de Loja, à l'ouest. Elle fut prise après de furieux combats. Les chrétiens disposaient d'une forte artillerie. Les Grenadins n'en avaient pas. Comme toujours à cette époque et plus tard, ce fut elle qui fit la différence. La population émigra à Grenade. D'autres villes ou forteresses tombèrent bientôt. Salar, Iloja, Colomera, Montefrio, etc.
La Vega fut une fois de plus pillée et ravagée. À la fin de l'année, les affrontements recommencèrent, à Grenade cette fois-ci, entre Boabdil, le souverain de Grenade, et Zagal, son oncle. Les cadavres, dit-on, s'entassaient dans les rues. Finalement, Boabdil l'emporta. Ferdinand fit alors porter tout son effort sur la région de Malaga. La ville fut rapidement prise, la population émigra en Afrique du Nord. L'année suivante, Ferdinand attaquait Baza, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Grenade. Les rois catholiques firent de grands préparatifs militaires. Après plusieurs mois de siège, Baza, isolé et affamé du fait de que la campagne voisine avait été totalement ravagée, se rendit. 20 000 personnes, dit-on, avaient péri. Les autres villes de la région se rendirent les unes après les autres. Almenucar, Puchana, Almeria, Salobreña, Cadix, enfin. Zagal partit pour Oran avec quelques centaines d'hommes, où il s'établit dans une petite principauté. Boabdil, le vassal de Ferdinand et d'Isabelle, s'était engagé à leur remettre Grenade dès que Zagal serait vaincu. Mais il craint les réactions de la population et tarde à remplir sa promesse. Les rois catholiques commencent alors le siège, en printemps 1490. Attaques et contre-attaques se succèdent jusqu'à la fin de l'année. Elles reprennent au printemps suivant. L'artillerie des rois catholiques ouvre des brèches dans les remparts. Les Grenadins font des sorties nocturnes pour s'emparer de blé et de bétail. Mais les vivres manquent de plus en plus. Selon des sources arabes, Boabdil avait entamé en secret des négociations à la fin d'août 1491. Le 25 novembre, la capitulation de Grenade est signée. Boabdil quittait la ville au début de janvier, escorté de 50 cavaliers. Remit les clés à Ferdinand, puis son sceau à celui qui serait à l'avenir le gouverneur de la ville, le comte de Tantaglio. Gouvernez Grenade avec ce sceau, et que Dieu vous donne plus de chance qu'à moi, lui aurait-il dit. Du haut de la tour de la Vella, un héros proclama Grenade au roi catholique. Voilà, la prise. Alors, on a donc page 314, déportation. Sur combien de personnes ont porté les déportations? Alors le héros dans ce livre va partir aussi, puisque c'est un musulman. Les estimations varient considérablement de 50 000 à 1 million. Grande marge. La vérité se situe probablement entre 200 000 et 300 000 sur une population totale que certains estiment à 8 millions. Chiffre sans doute très exagéré. Des communautés entières furent transportées par mer en Afrique du Nord, Algérie ou Maroc, en Tunisie surtout, où le DEF défavorisa leur établissement. Des morts d'Estramadour débarquèrent à Salé, sur la côte du Maroc, et avec d'autres déjà arrivés au Maroc, créèrent là une république de pirates qui devint redoutable. Des minorités échappèrent à l'expulsion et restèrent en Espagne, en Castille notamment. Certains se livrèrent au brigandage, mais la plupart continuèrent à vivre en paix et parvinrent à se faire oublier. Les expulsions portèrent surtout sur les morisques des villes, plus faciles à identifier et à atteindre. Presque tous durent partir, abandonnant leurs boutiques de petits commerçants ou d'artisans. Dans les campagnes, les villages furent épargnés. D'autres perdirent presque toute leur population. Mais dans une grande proportion échappèrent aux déportations les morisques des montagnes, des villages isolés, les paysans perdus dans la campagne ou dans certaines régions côtières, loin des agglomérations, et plus encore ceux dont le Seigneur avait la possibilité de les garder pour les faire travailler. En ce qui concerne les enfants, petits-enfants et descendants des innombrables mariages mixtes, il est bien évident que leur immense majorité a échappé aux déportations. Voilà, page 351, un dernier passage
L'Alhambra, 351. La destruction de l'Alhambra s'échelonna sur un siècle et demi. La construction, excusez-moi, la destruction. La construction de l'Alhambra s'échelonna sur un siècle et demi. Sa colline constituait une remarquable défense naturelle. Le roi Nasr Mohamed Ier, on revient sur ce bijou qu'est l'Alhambra, je pense que ça vaut le coup de l'évoquer. Voilà, le roi Nasr Mohamed Ier, qui avait mis sous son autorité les territoires voisins, fit rapidement bâtir sur son sommet une enceinte de 2 km de long pourvue de tours carrées crénées, aux extrémités de laquelle deux autres plus puissantes encore, la tour de Guet et la tour Vermeille, assuraient au plateau une sécurité absolue. Son fils Mohamed II renforça encore les défenses et poursuivit les travaux de construction d'un palais que son père avait commencé. On amena de l'eau de la rivière. À la mort de Mohamed II, l'Alhambra avait tous les aspects d'une ville avec des magasins, des maisons. Mohamed III poursuivra ses travaux. Il fera bâtir entre autres une mosquée. Les sultans qui se succédèrent ensuite feront de même. Le plan général de cette ville-forteresse est celui de patio autour desquels sont disposés des bâtiments reliés par des couloirs et des salles plus petites. L'Alhambra ne fut pas construit d'une seule haleine. Des palais, des bâtiments divers furent édifiés, puis détruits et rebâtis par d'autres sultans qui le modifièrent suivant leur propre goût. Ou plus souvent, comme c'est l'habitude chez les souverains d'Orient, pour laisser une trace matérielle de leur passage sur la terre. Youssouf Ier fit bâtir, outre la médressa de Grenade, la porte de la justice et la partie orientale du complexe palatial, celle dite palais de Comares ou de l'Alberga, et les salles voisines qui dominent sur la cour des Myrtes, avec au milieu un grand bassin bordé de larges plates-bandes de myrtes. À chaque extrémité de minces colonnes supportent des arcs mauresques. Cette composition exprime le type même de l'architecture grenadine. Une cour plus ou moins grande avec en son centre un bassin autour duquel s'ouvrent au rez-de-chaussée les portes des pièces voisines, à l'étage des fenêtres géminées. Une porte conduit à la salle du trône ou salle des ambassadeurs, carrée surmontée d'un dôme reposant sur les murs. On est loin ici de Cordoue et de sa forêt de colonnes. Autour de la fameuse cour des Lions, Mohamed V, successeur de Youssouf, fera construire un second palais. De nombreuses inscriptions citent son nom, avec, en son centre, une pièce d'eau alimentée par une vasque que soutiennent 12 lions de pierre. Des portiques aux colonnes cannelées entourent cette cour fameuse qui pourrait évoquer un cloître sur laquelle s'ouvrent 4 grandes salles de formes et de dimensions différentes. Au sud, la salle dite des Abencerrages et à l'est, celle du tribunal, au nord des salles des deux sœurs, avec son plafond de muqarnas d'une richesse inouïe. Vaste salle d'apparat voisine des salles d'un harem, de même que les appartements du premier étage aux fenêtres grillagées. À l'ouest, une salle rectangulaire étincelle de son décor de muqarnas qui ouvre la voûte et les arcs comme jamais on en avait probablement vu en Occident. C'est une merveille. Voilà, donc c'est pour évoquer le cadre où commence en tout cas le livre d'Amin Maalouf. Voilà, donc je vous parle aussi un peu de mon livre, hein, c'est de la redite, hein, le but c'est que ceux qui ne l'ont pas lu l'achètent. Donc je vous rappelle que j'ai écrit une saga en 8 volumes qui commence au XVIIIe siècle et qui finit vers 1860 à peu près. Enfin, notamment, ça chevauche, sont chevauchés autour de l'épopée impériale, hein, notamment le Premier Empire. Et le premier tome s'appelle donc Dieu et le roi, et la saga elle-même
c'est le sabre de Damas. Hein. Donc on peut l'acheter soit en papier, hein. En papier ça comprend 385 pages je crois, et vous pouvez l'acheter aussi en numérique. Alors, vous pouvez alors c'est aux éditions Librinova, mais vous pouvez l'avoir à la FNAC, Amazon, à Kobo, donc aussi sur Google, enfin sur des tas de supports. Vous pouvez en lire un cinquième sur Google, et voilà, donc soyez gentils, achetez ce joli livre, ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Donc la semaine prochaine, on évoquera donc Léon l'Africain d'Amin Malouf. À très bientôt.